wana tomoni na miso na ndenge mboka Kongo ebongi. Bandeko na ngai oyamba lelo losako na ngai mpona unité oya Kongo tolanda mibeko mya Lumumba ekisasa na Brazza toyokana. Bonjour à tous et bienvenue donc dans votre nouvelle émission Voir l'Afrique avec les yeux du futur, donc numéro 9. Le sujet aujourd'hui, faire renaître l'Afrique en reverdissant les déserts. C'est une question fondamentale évidemment pour plein de domaines différents et en particulier l'autosuffisance alimentaire qui est une des quêtes en fait de l'avenir de l'Afrique. Et comme vous le savez et comme le disait Héraclite d'Éphèse, philosophe grec du IVe siècle avant Jésus-Christ, rien n'est permanent si ce n'est le changement. Et voilà un petit peu ce qu'on va essayer de montrer à travers cette vidéo et le potentiel qu'a l'Afrique en reverdissant ses déserts. Alors comment nous est venue l'idée de cette vidéo? Tout simplement en lisant un excellent ouvrage de Jean-Edouard Butcher que je vous montre ici, donc, dont le titre est explicite, Reverdir le Sahara, des solutions pour un retour à la végétation, qui a été publié en 2019, et donc qui est Jean-Edouard Butcher, qui est un ingénieur issu de l'école polytechnique fédérale de Zurich. Donc je vous invite vraiment à vous procurer son livre, extrêmement intéressant. Et il commence par poser un paradoxe. Il nous dit, entre 10 000 et 5 000 ans avant nous, le Sahara était couvert de végétation. Une faune abondante y vivait, une société humaine très développée pour l'époque l'habitait, dont témoignent des peintures rupestres étonnantes, foisonnantes et réparties sur toute la surface du Sahara. Cette civilisation disparut vers 5000 ans avant notre ère dans un basculement climatique qui amena une désertification totale. Voilà, donc pour ceux qui s'intéressent aux peintures rupestres, vous pouvez aller à Djelfa par exemple, il y en a des très très belles, donc c'est au sud d'Alger, en Algérie, où vous avez encore des vestiges de cette civilisation. Mais il y en a beaucoup en Algérie ailleurs. Donc, ce qu'il vient nous dire, et c'est un petit peu à rebrousse-poil, on pourrait dire des a priori, des façons de penser qu'on développe aujourd'hui dans la société moderne, et certaines certitudes, des forêts luxuriantes, se transformant en désert, ou encore en pays de glace, comme le Groenland, vous savez, qui est également une forêt avant. Donc beaucoup d'exemples vont à l'encontre du mythe communément établi que la nature aurait une normalité, une stabilité climatique, et donc les tenants d'une conception figée de la nature et d'un statu quo des écosystèmes. En fait, on se rend compte que tous ces gens qui défendent ces idées de cet équilibre de la nature ou la conservation de la nature, en fait, sont totalement à côté de la plaque, puisque évidemment, il n'y a jamais eu une nature stable, équilibrée, même malgré leur fantaisie et leur fantasme de vouloir la sauver. Donc, ce que montre le livre, en fait, c'est que on n'en est pas, d'ailleurs, aussi autre polémique, on n'est pas à notre première période de réchauffement climatique. Et ce, bien avant la révolution industrielle. Le climat n'a pas attendu l'homme pour vivre des basculements et des changements bien plus importants, d'ailleurs, à certaines époques, qu'aujourd'hui. Et donc, Jean-Edouard Butcher développe une approche passionnante, en fait, de l'agroécologie, après avoir posé comme absolument nécessaire l'impératif de repenser ce qu'on appelle aujourd'hui l'agrobusiness, qui est en effet, dit-il, stérile et criminel, puisqu'il met les producteurs en concurrence, détermine les prix en fonction des marchés financiers, dont le temps n'en est en aucun cas celui de la production, mais celui du profit à court terme, des marchés induisant le fléau de la malbouffe, de la destruction de la santé, des populations, sans compter le pire de tous, la pénurie, l'inégalité, la pauvreté, et la malnutrition. Donc son livre pose des questions qui peuvent permettre de répondre à ces défis vis-à-vis de l'Afrique. Un autre des problèmes qui peut être résolu, c'est évidemment inverser la tragédie de l'exode rural qui sévit dans la région sahélo-saharienne,
depuis des années où des millions de gens s'entassent à la périphérie des grandes villes, faute justement d'avoir les moyens de développer des cultures, des agricultures vivrières et d'autosuffisance alimentaire, et évidemment engendre le chômage de masse, la précarité, la délinquance, la prostitution, la criminalité, faute d'aménagement des territoires et de perspectives économiques à long terme. Donc, et à cela s'ajoute un vrai problème climatique, en effet, qui est la réelle désertification. Donc il faut savoir qu'il existe une convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification, CLD, adoptée à Paris 2 ans après le sommet de Rio du 17 juin 1994, signée par la plupart des pays dans le monde, et qui déclare que la dégradation des terres dans les zones arides, semi-arides et subhumides sèche par suite de divers facteurs. Donc pour Jean-Edouard Butcher, là, c'est clair, le Sahara est un territoire désert, mais qui peut se transformer en une surface verte, permettant à ces populations actuelles d'y vivre dans de bonnes conditions. Donc selon lui, la création de nouvelles surfaces vertes permettra la capture du gaz carbonique atmosphérique et diminuera l'effet de serre, induira la régularisation du climat social, provoquant de ce fait une diminution des écarts extrêmes de température. Enfin, la revitalisation des sols les rendra aptes à l'habitation et à l'autosuffisance alimentaire. Mais un autre point mentionné par l'auteur qui nous paraît particulièrement important et porteur d'espoir, à l'heure où le Sahel plonge dans le chaos et la barbarie, du fait des avancées djihadistes en tout genre, voilà que Butcher ose, et je le cite cette fois, cette vision humaniste. Beaucoup de ceux qui entrent dans la révolte, à force de frustration, d'inaction, de désespoir, sont ceux-là même qui auraient le courage et la volonté de pionniers. L'engagement dans un travail valorisant aurait pu être l'antidote à la rupture et à la fanatisation. Une métamorphose pourrait transformer des terroristes et des casseurs en fertilisateurs du désert. Voilà le défi qui est jeté dans son livre. Alors rentrons un petit peu dans les moyens de reverdir le désert. Il y a 2 choses sur lesquelles ce livre insiste et qui sont intéressantes. Il y en a d'autres, la mycosphère, c'est-à-dire le monde des champignons, et bien d'autres, mais on va s'intéresser à 2 qu'il utilise, l'humus et l'acacia. Donc l'humus, c'est-à-dire c'est la terre vivante, seul substrat possible pour la conquête des sols par les plantes. C'est un mariage complexe entre les argiles du sous-sol et les substances carbonées et azotées captées par les plantes. Il est imprégné d'humidité et habité par la microfaune, les bactéries et les champignons justement. Il accumule sous le sol l'humidité qui, hors sol ou en surface, s'évaporerait rapidement. Donc ça, c'est le humus qui peut jouer un rôle très important. Donc c'est à partir de cette définition du humus, qui est d'éviter au maximum, et particulièrement désertique, qu'on soit évidemment obligé d'utiliser des quantités d'eau astronomiques. Donc toutefois, pour lancer le processus agroécologique, l'apport en eau ne pourra être évité dans un premier temps. L'adduction d'eau pourra être progressivement réduite et reportée sur des zones voisines, nous dit-il. Plus la surface verte s'étendra, plus le microclimat humide se renforcera, stabilisé par l'eau dans l'humus. De plus, la croissance de la quantité d'humus est exponentielle. Si on peut augmenter la surface verte de 10% par an, en 10 ans, le territoire grossit 2,6 fois. Donc, vous voyez un petit peu le potentiel. Et le humus donc, joue un rôle très important. Et l'acacia, je disais. Donc pourquoi l'acacia, qui est le héros un petit peu de ce projet? Il existe plus d'1 millier d'espèces d'acacia, affirme l'ingénieur Butcher. Sa robustesse, sa résistance à la sécheresse, sa forte production de bois et de feuilles en font un excellent capteur de gaz carbonique et producteur d'humus. Il a la particularité d'abriter dans ses racines des bactéries qui synthétisent l'azote de l'air. On a ainsi un enrichissement du sol en carbone et en azote, tout ce qu'il faut pour faire reverdir le désert. Donc l'objectif est bel et bien de nourrir les populations. Ainsi, de l'agroécologie, on tendra inévitablement vers l'agroforesterie, qui consiste à cultiver sous couvert d'arbres. L'interaction, comme on le sait, entre les cultures basses, les arbres est particulièrement judicieuse, et très productive,
puisque l'ombre des arbres protège les cultures de la sécheresse et les cultures maintiennent l'humidité du sol. Donc voilà, on a quelque part un processus naturel gagnant-gagnant qui se met en place dans ce type de projet. Donc ça, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on le sait, aujourd'hui l'humanité va devoir doubler sa production alimentaire mondiale. Ça, on le sait, la population va atteindre 9, 10, 11, 12 milliards d'ici les années 2050, 2070, 2100. Et donc, il faudra pouvoir développer ces technologies, qui sont des technologies durables, de plus, pour nourrir les populations, je dirais, au niveau international. Je rappelle que j'avais été porte-parole de M. Jacques Cheminade dans l'élection présidentielle en 2012, et que lui avait développé un concept qu'il avait appelé la révolution agro-biophysique, et justement qui était l'idée de faire une réforme en profondeur de l'agriculture, pour passer de l'agriculture actuelle à dominante chimique à une agriculture vivante, avec un défi exigeant, produire toujours plus, afin de nourrir l'ensemble des êtres humains, mais de manière plus harmonieuse avec la nature. L'idée, considérer le sol cultivable, non comme un support inerte sur lequel on répand des produits chimiques à l'aveugle, mais comme un processus vivant, avec lequel on collabore, en tenant compte tant de ses capacités propres en matière de productivité que de ses insuffisances, et nécessairement une assistance de l'homme rationnel pour développer justement un partenariat gagnant-gagnant avec la nature. Donc voilà, ça nécessiterait évidemment des politiques de formation, des écoles. On a en France l'historique des maisons familiales rurales qui a joué un très grand rôle dans la formation des agriculteurs pour les aider à développer, à maîtriser les nouvelles technologies au fur et à mesure du temps. Mais parfois l'agro-business a pris le dessus et on voit les résultats catastrophiques aujourd'hui. Donc, pour l'humidification des déserts, nous dit l'ingénieur, complètement minéralisé, la chimie n'est pas à rejeter absolument. Bien au contraire, on peut utiliser l'hybridation et certaines manipulations génétiques pourront permettre la création d'espèces particulièrement aptes à la colonisation du sol aride. Donc, voilà un peu pour placer l'idée du concept de reverdissement du désert. Alors, il prend quelques exemples que je vais vous donner aujourd'hui, qui sont extrêmement intéressants. Premier exemple, c'est celui de Yacouba Sawadogo, donc du Burkina Faso, qu'on appelle d'ailleurs l'homme qui a arrêté le désert, en utilisant une technique particulière qui est le ZAI, Z-A-I-Tréma. Donc le ZAI consiste à creuser à la houe un trou dans le sol et y introduire du compost. Puis il s'agit d'y favoriser l'accès de termites, ces termites qui ont au moins deux fonctions. Ils creusent des galeries qui retiendront l'eau et ils favorisent la fertilité par leur déjection. Ils stockent aussi l'herbe juste sous la surface du sol. Un arbre est planté dans ce trou, l'eau est alors retenue au-delà de la saison des pluies et la croissance de l'arbre peut se faire dans ce terrain désertique. Fort de cette technique, il a fait pousser une forêt de 40 hectares dans la région de Waiguya, et l'exode rural a cédé dans cette zone, bien entendu. Il a ensuite formé d'autres personnes, au point qu'on parle de 3 millions d'hectares reboisés dans cette région. Donc imaginez l'impact avec 3 fois rien comme technologie. Donc évidemment, on peut utiliser des techniques plus récentes. Il évoque également des mouvements de femmes comme au Kenya, avec Wangari Maathai, qui a fondé le mouvement de la ceinture verte et a permis de planter plus de 30 millions d'arbres, et donc qui lui a valu le prix Nobel de la paix en 2004. Donc autre exemple intéressant que ces choses-là peuvent permettre d'amener la paix par le développement dans la région. Alors évidemment, l'auteur revient sur le projet de la Grande Muraille Verte, donc qui a été développé à une époque, j'y reviendrai après, mais il parle aussi d'autres projets comme l'aménagement du delta du Niger, dont il est question justement dans une de mes précédentes vidéos sur les lacs Fagibine au Mali, donc comment réaménager tout l'ensemble du delta du Niger pour faire du Mali le grenier alimentaire de l'Afrique de l'Ouest. Je vous renvoie vers cette vidéo. Donc, il en parle, puisque des grandes quantités d'eau sont perdues dans cette région, et le manque d'infrastructures, évidemment, joue un rôle très négatif. Donc, comme il le dit, si on asséchait les marées immenses qui évaporent le quart du débit du fleuve en perpétuant la malaria, on gagnerait encore plus d'eau. Donc, je vous renvoie vers cette vidéo. Donc, voilà, donc il prend plusieurs exemples, donc c'est très intéressant. Et il parle du projet Transaqua,
dont j'ai parlé également dans une précédente vidéo pour arrêter l'avancée du désert en revitalisant le lac Tchad, qui concerne 5 pays d'Afrique, qui est en train de disparaître malheureusement, en faisant un canal depuis le bassin du Congo qui est très riche en eau. Donc il parle du canal de Jonglée également. On sait aujourd'hui la situation tragique qui a lieu au Soudan. Il n'y a plus rien, les pillages sont systématiques, les hôpitaux ne fonctionnent plus, les gens sont terrés chez eux, c'est la guerre civile au Soudan. Et donc on voit que faute d'avoir développé ces projets à temps, c'est le chaos qui s'installe. Donc il faut immédiatement changer la dynamique par rapport à ça. Il parle évidemment du projet Toshka. Je consacrerai d'ailleurs une émission à ce projet, qui est le projet égyptien, en fait, de faire une sorte de second Nil, en parallèle du Nil, pour reverdir toute une région, puisque vous savez que 90% de la population égyptienne vit sur 5% du territoire autour du Nil. Donc l'idée, c'est d'étendre, justement, en faisant une sorte de nouveau fleuve du Nil en parallèle de l'autre pour pouvoir développer l'agriculture et augmenter et tendre vers l'autosuffisance alimentaire. Donc il a plein de projets, des sites comme ça, certains dont j'ai parlé, le Transaqua, les lacs Fagibine, d'autres dont je parlerai dans d'autres émissions, le projet Toshka en particulier. Mais arrêtons-nous une minute sur le projet de la Grande Muraille Verte, en commençant par une citation de notre ami, notre héros, Thomas Sankara, qui disait « Je ne suis ici que l'humble porte-parole d'un peuple qui refuse de se regarder mourir pour avoir regardé passivement mourir son environnement naturel. » C'est très intéressant cette conception, parce qu'il dit bien que l'environnement naturel, il peut s'autodétruire. Donc ceux qui parlent de conservation de la nature, c'est conserver la destruction de la nature. Donc c'est assez paradoxal. Donc lui voulait intervenir. Et donc il a déclaré ça alors qu'il était président du Burkina Faso en février 1986, lors de la conférence Silva sur l'arbre et la forêt. Pour sensibiliser sa population contre la désertification, il avait lancé une grande campagne de reforestation sous le slogan « Un village, un bosquet ». Toutes les écoles, tous les villages avaient pour but de planter des arbres justement pour favoriser et arrêter l'avancée du désert. Donc on était conscient de ça, vous regardez, c'était en 1986. Il avait déjà cette conscience de ce problème et avait lancé la plantation de plusieurs millions d'arbres dans le pays, justement pour faire le début de cette muraille verte. Le projet d'une ceinture verte autour de la ville de Ouagadougou avait même à l'époque été lancé par le président en vue de l'édification. Il avait proposé justement l'édification d'une muraille verte bien plus importante. C'est ainsi justement que naquit l'idée de cette grande muraille verte dont on parle souvent, voilà, la GMV, Grande Muraille Verte, qui est promue par une agence panafricaine de la Grande Muraille Verte, avec l'objectif de relier Dakar à Djibouti, sur une longueur de 8000 km et une largeur de 50 à la base, 50 km, mais aujourd'hui on parle plutôt de 15, voilà, on voit tout en petit. Et ce projet concernerait donc 11 pays, donc partirait du Sénégal, la Mauritanie, le Mali, le Burkina Faso, le Niger, le Nigeria, le Tchad, le Soudan, on en parlait, l'Éthiopie, l'Érythrée et Djibouti. Donc voilà, c'est 8000 km de développement pour lutter contre la désertification du désert, avec des technologies, comme on l'a vu, agroécologiques, agroforestières, de développement durable, sans nécessiter justement des apports chimiques très importants, tout en économisant l'eau. Enfin voilà, c'est des choses qui sont tout à fait réalisables aujourd'hui dans le cadre des technologies qu'on connaît. Donc il faut évidemment que les pays se mettent ensemble, et on lance ici un appel à ce que les pays lancent enfin ce projet de Grande Muraille Verte. C'est une question de vie ou de mort. On le disait dans la vidéo sur le projet Transaqua, c'est des millions de gens déplacés dans la région. Donc, et faute de développement, comme ça a été dit au début, c'est le chaos, la fanatisation, la criminalité qui se développe. On le voit au Soudan actuellement. Donc on est dans des situations qui sont absolument horribles, du fait qu'il n'y ait pas le développement de ce type de projet. Donc voilà, on relance un appel, il faut faire cette muraille verte maintenant. Et donc voilà, c'est quoi le but ?
Donc la Grande Muraille Verte vise à développer des activités de type agro-silvo-pastoral, comme on dit, donc génératrice de revenus et d'emplois, parce que c'est ça la vraie question, c'est pas juste transformer la nature pour transformer la nature, c'est donner des emplois aux gens, donner la possibilité de vivre loin des périphéries surchargées, vivre dans leur campagne, développer des agricultures productrices. Voilà. Atténuer évidemment les conflits communautaires, mais aussi limiter l'érosion et faciliter la pénétration de l'eau dans le sol et donc l'enrichir. Alors il y a d'autres exemples. Par exemple, prenons l'exemple de la Chine qui l'a fait. La Chine a déjà fait ce genre de projet. La Chine a montré que c'était possible. Elle a lancé à la fin des années 70 sa muraille verte, voilà, destinée à freiner la progression du désert de Gobi, qui est un des plus grands déserts du monde, avec le Sahara, et qui a permis d'atteindre 500 000 km² de nouvelles forêts en 2009. Donc je vous renverrai dans la description pour ceux qui nous suivent sur YouTube, et puis pour ceux qui nous suivent sur Globe Radio, je vous renvoie vers ma chaîne YouTube. Je mettrai le lien d'une vidéo justement qui montre comment la Chine a pu faire ce projet de muraille verte qui est absolument fascinant, avec des images tout à fait exceptionnelles, donc qui permettent justement et qui ont réglé énormément de problèmes et permis à la Chine d'ailleurs de sortir des millions de personnes de l'extrême pauvreté. Donc voilà le défi de cette grande muraille verte, voilà le défi du reverdissement du désert que l'on voulait poser aujourd'hui. Alors oui, pour terminer, on en parle de ces projets, Grande Muraille Verte, projet pour revitaliser le lac Tchad, le développement des lacs Fagibine, etc. On organise des sommets, donc aujourd'hui on dépense plus d'argent à organiser des sommets, comme le One Planet Summit, qui a eu lieu encore dernièrement, je crois que c'était au Gabon si je ne me trompe pas, donc le One Planet Summit, qui fait venir des gens du monde entier, en jet, etc., en polluant de partout pour dire il faut sauver la forêt, et en fait on dépense plus d'argent dans ça que dans les projets qui parfois ne coûtent pas grand-chose à mettre en place. On a vu des gens qui n'avaient aucun moyen faire des révolutions vertes dans leur pays. Donc voilà, au lieu d'utiliser cet argent pour faire des sommets, utiliser cet argent pour faire des projets. Voilà un petit peu ce qu'on pourrait dire. Des projets, pas des sommets. Donc voilà. Et donc lors d'un des sommets One Planet Summit, dont on parle souvent, il avait été évoqué par le président de la Banque africaine de développement, le fameux Akinwumi Adesina, que la banque allait lancer un programme Desert to Power, donc de 20 milliards de dollars quand même, pour construire une grande centrale solaire dans le Sahel. Bon, moi je veux bien, mais est-ce que c'est vraiment de ça qu'on a besoin ? C'est pas sûr que ce soit la priorité, même si en effet, et j'en ai parlé dans ma précédente vidéo sur le nucléaire en Afrique, l'Afrique a besoin d'électricité, mais avec 20 milliards, on pourrait réaliser cette muraille verte très rapidement et ensuite pouvoir amener justement les conditions de vie meilleures. Donc voilà, certains avaient proposé, la Banque européenne d'investissement, l'Agence française de développement, tout le monde avait promis de l'argent, mais au final, cet argent, on ne sait pas où il est. En tout cas, il n'est pas dans les projets, ils ne sont pas encore réalisés, et ils avancent à la vitesse d'un escargot. Donc voilà, il faut immédiatement faire renaître l'Afrique en reverdissant les déserts. On voulait aborder un peu ce sujet aujourd'hui en toute simplicité, en amenant quelques éléments. Je remettrai le lien vers le livre qui est très intéressant. Vous puissiez vous-même le lire. Et donc voilà, cette émission est terminée. Je vous remercie de l'avoir suivie. Et je vous dis à la prochaine. Et d'ici là, amusez-vous bien.